Bienvenue dans un podcast en plus. Ici, on parle d'éducation positive, de métier du vivant et de ce que ça implique vraiment de vouloir accompagner les animaux humains et non humains sans renoncer à ses valeurs. Un podcast pour réfléchir ensemble, prendre du recul et construire des projets éthiques et viables. Bonne écoute! On se retrouve tranquillement pour le deuxième épisode d'un podcast en plus. J'espère que vous avez apprécié le premier épisode. Celui-ci va être vraiment très chouette parce que c'est un épisode qui me tient à cœur tout simplement. C'est l'épisode autour du métier d'éducateur, d'éducatrice canin. Parce que il y a beaucoup d'idées reçues, il y a tout un mythe autour de ce métier, qui est un métier particulièrement mal encadré par la loi et qui permet aussi relativement beaucoup de dérives. Aujourd'hui, pour être éducateur ou éducatrice canin, il suffit uniquement de passer un diplôme qui s'appelle l'ACACED, qui est un diplôme commun pour les toiletteurs, les pet-sitters, pour les éleveurs et aussi pour les éducateurs. Bref, on a dit que des heures, mais on peut mettre des is à la fin, bien sûr. Du coup, c'est un petit diplôme qui se passe en un week-end, qui est noté sur QCM, zéro pratique. C'est surtout des lois, de la qualité, de l'hygiène, mais on y parle très 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 peu réellement de méthodes d'apprentissage, d'éducation canine, de comportement canin, etc. Donc c'est particulièrement catastrophique. Si dans votre entourage vous parlez de ce métier, vous dites voilà je suis éduc canin, les gens ils s'imaginent que vous êtes 80% du temps de votre temps de travail sur le terrain, les mains dans les chiens, pas dans les chiens, mais on dit dans le cambouis, et là j'ai voulu faire un petit jeu de mots. Bon bref, ça marche pas, mais avec les chiens du moins, et que vous êtes en train d'éduquer et de rééduquer des chiens, et que voilà, c'est vous qui faites tout le travail, que c'est physique et que ça demande aussi beaucoup de carrure, de prestance, que ça demande de ne pas avoir peur finalement des bêtes féroces que peuvent être les chiens réactifs. Et pourtant, le vrai métier d'éduc, c'est un métier où on passe relativement peu de temps à toucher les chiens, mais où on va accompagner énormément l'humain. Donc c'est vraiment un métier, on va écouter les humains, on va s'adapter aux humains, on va prendre en compte leurs objectifs, leurs problématiques, et même si on a énormément de connaissances, qu'on a fait plusieurs années d'études, en éthologie, en psychologie, en comportement canin, eh bien il va falloir peut-être un peu ronger son frein, gérer sa propre frustration, et être à l'écoute des clients et des clientes, parce que c'est grâce à elles et eux, en premier lieu, qu'on peut travailler, qu'on peut avoir notre métier d'éducateur, éducatrice canin. C'est pas grâce aux chiens, parce que les chiens, c'est pas eux qui vont vous payer à la fin du mois, c'est vraiment les clients. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les chiens, ils aillent bien, et on veut améliorer le bien-être animal, mais pour ça, en fait, il faut vraiment qu'on éduque et qu'on accompagne pédagogiquement les clients, clientes qui vont faire appel à nos services. Donc, finalement, on va passer plus de temps avec les humains qu'avec les chiens, et c'est vraiment les objectifs des humains qu'il va falloir écouter, peut-être guider, mais bien souvent, en fait, c'est ça qui va prendre le plus de temps, et je pense que ça fait un premier ménage, en fait, chez les personnes qui veulent devenir éduques, quand ils se rendent compte que la réalité, c'est pas d'être au contact des chiens, mais c'est vraiment d'être au contact des humains, du moins dans le dialogue avec les humains, et de devoir accompagner des humains. Il faut s'adapter à leurs capacités, à leur environnement, mais aussi à leurs objectifs. Et du coup, ça demande énormément de flexibilité en tant qu'être humain, mais ça demande aussi d'être capable d'entendre, de s'adapter et d'être à l'écoute, d'avoir suffisamment d'empathie et de rigueur pour pouvoir accompagner des personnes qui parfois aimeraient des solutions miracles, alors que en fait, il va falloir restructurer leur façon de vivre, leur façon de voir l'éducation et leur façon de comprendre les chiens. En tant qu'éduc chez Danse avec ton chien, avec Juliette, on récupère énormément de personnes qui n'ont pas été entendues ou écoutées par leur éduc précédent, qui ont voulu mettre des choses en place sans s'adapter à l'humain. Mais en fin de compte, ce qu'on vise en tant qu'éduc, c'est que l'humain en face puisse éduquer et rééduquer son chien en toute autonomie avec des outils qu'on va lui transmettre. Et pour ça, il faut vraiment avoir envie de lui transmettre des outils qu'il va être capable d'utiliser. C'est comme si tu as envie de planter 3 tomates dans ton jardin. Si on te donne un énorme tracteur, c'est pas un outil qui va être adapté, que tu ne sauras pas utiliser, donc tu peux avoir le meilleur matériel possible, si c'est pas pour faire ce que tu as envie de faire et dans l'environnement où tu veux le faire, ça sert simplement à rien.
purée, j'ai des métaphores et des comparaisons à chaque fois, c'est dingue. Aujourd'hui, on a 2 types de courants d'éducation sur le terrain. On va avoir l'éducation coercitive qui va être majoritairement enseignée par des hommes qui n'auront pas vraiment de formation scientifique. Ça va plutôt être soit de la formation de terrain ou alors de la transmission d'un éducateur à un autre, mais sans fondement scientifique. Ça va être des méthodes coercitives basées sur la punition tout simplement, mais ce qu'on retrouve, c'est que cette forme de relation assez coercitive se retrouve aussi avec leurs clients, avec une vraie culpabilisation de ben si ton chien y arrive pas, regarde il y arrive avec moi, s'il y arrive pas avec toi, c'est parce que tu fais pas comme il faut. Sans jamais se remettre en question de savoir est-ce que tu as transmis l'information toi comme il faut à ton client pour qu'il puisse le mettre en pratique. Si tes explications ne sont pas claires et que aussi les méthodes que tu utilises ne sont pas très éthiques, en quelque sorte, ton client aura vraiment des difficultés à le mettre en place, tout simplement parce que on n'aime pas faire mal à son chien, on n'a pas un chien pour l'éduquer par la peur ou la violence, on a un chien parce qu'on a envie de prendre soin d'un animal et de kiffer avec et de vivre la meilleure vie. Donc forcément, des conseils violents, parfois peuvent être induits, peuvent être aussi un petit peu forcés par un éduc qui va avoir une posture d'autorité, qui fait que la personne en face qui a une problématique, eh bien, va pas trop réfléchir de savoir est-ce que c'est ok ou pas ok, mais va se dire j'ai vraiment des problèmes, cette personne-là semble très autoritaire et très compétente, donc je vais l'écouter coûte que coûte, et qui vont avoir cette tendance à faire du mal à leur chien, même si ça les dérange, mais dans l'optique d'améliorer en fait les problématiques du chien et donc la relation avec leur chien. Donc l'objectif est bienveillant même si les techniques sont malveillantes. Mais avec ces techniques d'éducation coercitive, enfin les éducateurs qui les mettent en place n'ont pas ce souhait de vouloir expliquer et rendre autonome et de transmettre du savoir et des outils à leurs clients et clientes. Ils imposent leur façon de faire et de voir, utilisent des méthodes coercitives qui, effectivement, sur le très court terme, peuvent fonctionner entre guillemets bien sûr, mais sur du long terme, ça va détruire autant l'humain que le chien. Il y aura des véritables séquelles derrière, et donc c'est souvent ces humains-là, après, qui vont vers les méthodes positives, qui sont du coup le deuxième courant d'éducation canine, qui n'est pas le courant majoritaire, hein, qui est un des courants majoritaires, parce que voilà, il y en a plein d'autres après. Aujourd'hui en France, c'est vraiment marginalisé et moqué. Et du coup, avec l'éducation positive, les professionnels vont devoir éduquer le client ou la cliente, mais aussi l'accompagner dans sa déconstruction et réussir à mettre en place des protocoles avec le client ou la cliente. Et du coup, ça peut mettre beaucoup plus de temps que des méthodes coercitives où on dit vas-y, tire sur la laisse un coup fort, crie sur ton chien, balance-lui des canettes à la tête, balance-lui de l'eau sur la tête, enfin bref, effectivement, là on va lui dire il faut que tu apprennes à observer ton chien, il faut que tu travailles en amont, il faut anticiper des trucs, il faut récompenser les bons comportements, etc., etc. Ça demande en fait pas beaucoup d'efforts, ça demande le plus gros effort, c'est la déconstruction et mentaliser comment on va pouvoir mettre les choses en place, adapter l'environnement, qui demande aussi un effort à l'humain, voilà, adapter son propre environnement, ça demande un effort. Et donc, là, on va avoir du résultat autant sur l'humain que sur le chien et sur du long terme. Alors oui, ça met plus de temps, mais c'est beaucoup plus efficace. Donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux des méthodes qui mettent un peu plus de temps, mais qui sont vraiment efficaces, que des méthodes qui vont très vite, mais qui ne sont pas efficaces et qui ont des véritables conséquences dramatiques derrière? Bon, là, encore une fois, c'est au client ou à la cliente d'en décider, mais l'argent ne sera pas inutilement dépensé avec les méthodes positives. Encore une fois, ça veut dire que on va s'axer en méthode positive sur l'accompagnement humain, et c'est vraiment essentiel de s'adapter et de comprendre un minimum la psychologie humaine. Il y a quelque chose qui fait beaucoup de mal au métier d'éducateur, éducatrice canin, c'est les vidéos spectaculaires qu'on va retrouver sur YouTube où on voit un bon gaillard en t-shirt noir qui va s'occuper d'un chien, le chien est voué à l'euthanasie, à l'abandon, etc. Show, musique, paillettes, lumière, projecteur, il arrive, il court et au grand miracle, il tient le chien, effectivement il lui fait des trucs pas cool, et après on voit un chien hyper posé, tranquille. Donc on se dit waouh, ok, ces vidéos sont vues des millions et des millions de fois, donc les gens se disent ok, en fait c'est ça éduquer ou rééduquer un chien, c'est ça le métier d'éduc. Donc non, ça c'est du cinéma, c'est du show, c'est du divertissement, mais ça n'a strictement rien à voir avec le métier d'éducateur ou d'éducatrice canin. Donc ça fait énormément de mal à la profession. Et en fait, c'est pas à l'éduc de rééduquer le chien,
L'éduc, il doit éduquer l'humain qui doit éduquer le chien ou rééduquer le chien. Parce que sinon, en fait, tu viens, tu fais ton truc sur le chien et tu le redonnes à l'humain, mais si l'humain, il a pas les outils, qu'il a pas capté comment t'as fait ou quoi que ce soit, en fait, c'était juste un one shot et effectivement, peut-être que sur le moment, ça va marcher parce que le chien sera en totale résignation, il sera flippé sa race, mais en fait, il aura rien appris. Ce n'est donc pas de l'éducation, mais juste de la coercition, tout simplement. Et c'est vrai que ces vidéos sur YouTube font le buzz, qu'il y a beaucoup de gens qui les regardent et que ça plaît énormément aux gens parce qu'il y a le côté dramatique, un peu comme dans un film, et la happy end. Et du coup, c'est génial parce qu'on imagine très bien qu'aucun éduc qui fait ce genre de vidéo va montrer à la fin que ça ne marche pas et que le chien va quand même être abandonné ou euthanasié. Donc les gens le regardent parce qu'ils savent qu'à la fin l'animal va être sauvé et donc le youtubeur a d'autant plus intérêt de montrer que ça a été très très difficile et que le chien était très très féroce pour faire plus de buzz et le plus de rétention sur sa vidéo. Donc le métier d'éduc n'a rien à voir avec ces vidéos YouTube et ça c'est super important de le comprendre, de le dire, mais aussi de sensibiliser les clients et les clientes qui se font souvent avoir parce que toute la fibre émotionnelle est vraiment touchée par ce genre de vidéo et souvent ils imaginent vraiment qu'il y a un sauveur ou une sauveuse qui va arriver chez eux et en un coup de baguette magique, il y aura plus de problème et ils vont être enfin tranquilles et ça n'existe pas, ça n'arrive jamais de cette façon-là en tout cas. Il y a autre chose en fait qu'il faut prendre en considération, c'est que l'éduc, il va être, globalement moyennement, environ 30% de son temps sur le terrain avec les humains à rééduquer des chiens, mais l'autre partie du temps, il va falloir qu'il gère son temps, son marketing, sa communication, son administratif, sa comptabilité, qu'il travaille son réseau, qu'il fasse des formations. Ça va demander beaucoup de temps et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne peut pas, quand on est en éducation positive, on ne peut pas se caler sur les tarifs des personnes qui sont en coercitif, qui bien souvent ne font pas de formation continue et qui vont faire des one-shots chez des clients ou qui vont aller montrer des méthodes hyper coercitives et où ça va fonctionner sur le moment, mais qu'après les clients en fait ils vont rester dans la détresse et bien souvent en retour le chien va souvent avoir d'autres problèmes comportementaux qui vont se développer, etc. Et là, l'éducateur canin en coercitif aura tendance à dire que c'est de la faute des clients parce qu'ils n'ont pas mis en pratique les conseils, etc. Donc, ça va être la technique de « je viens chez vous, je vous donne une méthode qui fonctionne pas, je vous fais pas payer trop cher, comme ça je reste compétitif, et puis si ça fonctionne pas pour vous, bien tout simplement, regardez, moi j'ai une réputation », et derrière ils diront si ça ne fonctionne pas, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas capable, vous, de mettre en place ce que je vous ai demandé. Et donc la culpabilisation fait vraiment partie de leur stratégie. C'est vraiment du marketing très toxique, mais qui fonctionne énormément. À côté de ça, en éducation positive, du coup, on va avoir des tarifs qui vont être un petit peu supérieurs, mais il y a de la formation continue, il y a du réseautage, il y a aussi le fait que quand ça ne fonctionne pas, quand on ne trouve pas de solution, on est capable d'aller voir des collègues, des confrères, des consoeurs ou d'envoyer les clients chez ces spécialistes. Et travailler son réseau, c'est aussi quelque chose qui prend beaucoup de temps. En fait, il faut que le métier il soit rentable. Rentable, encore une fois, c'est pas un gros mot. Être rentable, c'est assurer la qualité pour ses clients, mais aussi la pérennité et du coup de se dire ok, on va pouvoir rendre l'éducation positive accessible à plus de personnes et donc on va pouvoir comme ça, entre guillemets, aider de plus en plus de chiens. On va clôturer cet épisode. Je pourrais en parler pendant des heures, donc faut vraiment que je me contrôle. Mais on va clôturer cet épisode de podcast. N'hésitez pas à me poser vos questions, soit juste en dessous du podcast, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de poser des questions, soit de nous rejoindre tout simplement sur les réseaux. Il y aura des petits posts autour de cette problématique, autour de ce sujet surtout. Vous venez nous dire en tant qu'éduc, si vous êtes éduc, est-ce que vous avez eu ce deuil du métier à faire, de l'image du métier à faire? Est-ce que vous vous attendiez vraiment à ça? Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans votre métier? Ou alors, si vous êtes dans l'optique de devenir éduc, est-ce que vous vous attendiez à tout ça, à toutes ces explications autour du métier? J'ai hâte de lire vos commentaires. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager ou à en discuter sur les réseaux sociaux. Un podcast en plus, c'est aussi un espace d'échange et de réflexion collective. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.